bienvenue à la Bibliothèque nationale. Aujourd'hui, qui accueille une conférence dans le cadre de la commémoration des 208 ans de la disparition de son Altesse Jean-Jacques Ier, Jean-Jacques Dessalines. Alors, le thème de ce matin, le dessalinisme et ses principes d'application, et deux conférenciers et un modérateur. Le modérateur, M. Davis Dormélis, que je remercie au nom de la Bibliothèque nationale, au nom de tous, d'avoir bien voulu modérer le débat. M. Pierre Buteau, historien, professeur à l'université, ancien ministre de l'Éducation nationale, et Lionel Bouillot est écrivain, professeur également à l'Université d'État d'Haïti, et c'est M. Cornelius qui va donner le ton au débat, donc je lui laisse le privilège d'introduire et de cadrer, et je vous souhaite à tous de passer un très bon moment et d'apprendre de nouvelles choses sur Jacques Ier, sur Jean-Jacques Dessalines. Merci beaucoup, à tout à l'heure. Bonjour. Je suis très content de constater que la distance de la vie de Angèle, c'est donc une thématique qui va m'intéresser. Alors, Dessalines, un nom qui dérange et un nom qui arrange. En fondant l'État d'Haïti par la proclamation du 29 novembre 1903, Dessalines est considéré comme l'un des pères de la patrie. Tout sociologue averti dira que ce titre que je confère en historiographie traditionnelle écrit dans le cadre du collectif de la mémoire qu'on espère à définir les contours et les enjeux. Dessalines a la même place dans le panthéon national que les autres généraux qui ont conduit l'armée indigène à la victoire. C'est une grande question. Revendiquer que la proclamation du 29 novembre 1903 porte les parades de Dessalines, Clairvaux et de Christophe. Comme célèbre nom Christophe et Clairvaux en Haïti. L'élève j'ai appris que les quatre pères de la patrie sont Dessalines, Christophe, Pétion et Toussaint Louverture. Aujourd'hui, la fracture sociale sur fond de colorisme divise la nation en fils de Pétion et fils de Dessalines, forme au XIXe siècle. Certains partageaient la société haïtienne en jaune et en noir. Au fond, si Dessalines était question de son guerre, les ascendants biologiques des Noirs et des Blancs en Haïti, il reste à étudier le fond de la contradiction. Où sont passés les fils de Toussaint et de Christophe? Quel mystère se cache derrière cette identification politique? Aujourd'hui, la Bibliothèque nationale accueille deux étudiants de nationalité qui vont réfléchir avec nous sur ce qu'on pourrait appeler une théologie dessalinienne. Il s'agit de M. Pierre Buteau, historien reconnu, qui est membre de la Société haïtienne d'histoire, de géographie et de géologie, et M. Lionel Bouillot, écrivain confirmé de la francophonie. Chacun nous dira ce qu'il retient de Dessalines de ses points de vue politique, économique et social. Qu'est-ce qui accroche la société haïtienne à la mémoire de ce personnage qui fut le premier chef d'État d'Haïti? Pourquoi commémorer la mort de Dessalines plutôt que le plus important fait d'armes? Est-ce une manière d'exprimer une souffrance sociale? Alors là, c'est un questionnement qui va nous servir de problématique pour lancer ce débat. Je vous souhaite déjà une bonne audition tout en espérant que les différentes interventions vont alimenter un excellent débat. Je Pierre Buteau, vous avez la parole. Merci, bonjour. Merci cette année, et très heureux de partager ce matin avec vous. Et le modérateur, Roger Cornelius, dit une chose qui est assez intéressante. Pourquoi retient-on le nom du livre? Au fait, on aurait dû retenir les noms de tous les soldats qui, ce 18 novembre 1803, ont affronté Pierre-Dieu. Mais il y a des inconnus. C'est pourquoi le nom on est connu, on doit consacrer le mouvement et tout ça. Il y a des figures qu'on retient, et parmi ces figures, il y en a trois
4 plus exactement, à être consacré par l'histoire nationale, à être consacré comme patrimoine mondial, comme patrimoine national, Dessalines, et deux autres, Henri Christophe et Alexandre Duchamp. Il y a les questionnements agités pour l'évolution de la présentation du processus de permettre de dire pourquoi les 4 figures principales retenues, pourquoi celle de Dessalines était toujours elle est évoquée, et aujourd'hui encore, nous remercions Madame la directrice de nous avoir invité et c'est l'occasion pour nous d'évoquer encore une fois la mémoire de Dessalines. Aujourd'hui, je constate, moi, que presque chaque année, comme la plupart de mes collègues, ou du monde enseignant, ou de la société haïtienne d'histoire, sont convoqués, sont invités à prononcer des conférences, et de plus en plus. C'est parce que à chaque moment de doute, à chaque moment de sentiment de frustration devant ce qu'on qualifie assez vite d'échec national, toujours le nom de Dessalines est invoqué et pourquoi c'est ce qu'il nous. Très vite, par rapport à ces cas de figure, pourquoi c'est Dessalines? D'abord, son ancrage dans le système colonial. Cet ancrage dans le système colonial, de toutes les 4 figures, il a été le seul à être resté esclave et à s'affranchir de l'esclavage par la Révolution, ce qui n'était pas le cas des 3. Christophe a été affranchi et pratiquement depuis sa naissance, dès son arrivée, à un moment il était considéré comme un affranchi. Pétion, les privilèges de la peau, les privilèges aussi de l'extraction sociale. Son père était un colon blanc et sa mère une garde-robe. Pétion est né affranchi, libre. Toussaint Louverture est devenu affranchi à l'âge de 30 ans, tandis que Dessalines par la force des armes. C'est le premier point. Le deuxième point, c'est que c'est vrai que Dessalines est un disciple au niveau de la formation militaire de Toussaint Louverture. C'est encore vrai, c'est un disciple de Toussaint Louverture par la formation politique et par ce qu'on appelle une certaine expérience au niveau de l'administration. Mais et il était tout aussi guerrier que Dessalines, ce mentor. Mais il se trouve que les plus grandes batailles, les plus illustres qui nous ont conduits à cette apothéose de 1804 ont été conduits par Dessalines, et il a été aussi le responsable direct, le commandant en chef de l'armée fédération. Et Dessalines reste aussi dans les cœurs de tous les Haïtiens, et pas que les Haïtiens, de tous les peuples qui ont subi l'esclavage et le colonialisme ce 1er janvier 1805 sur la base des colonies. Il n'y a pas plus belle image, il n'y a pas plus belle évocation pour la première fois après plus de 4 siècles d'exploitation coloniale, esclavagiste et aussi de discours racistes imposés, comme tout discours raciste, un nègre, un homme, un colonisé, un esclave, sur la plateforme des Gonaïves, dit au monde, dit aussi à toute la société haïtienne, notre humanité. On était libre et invitait les autres peuples du monde à faire ça. Voici pourquoi Dessalines est resté. Il y a un autre encore aspect de Cornélius, c'est notre premier chef d'État, mais le point sur lequel je vais m'étendre, et assez longuement, je vais m'intervenir. Dessalines a été de tous nos chefs d'État le dernier à proposer un projet de société inscrit dans une doctrine, le dessalinisme. Alors vous me direz, le dessalinisme est une œuvre de pensée, dans la mesure où c'est une doctrine, en effet c'est une doctrine. Mais c'est d'abord un assemblage d'éléments de bonnes intentions pour créer un collectif haïtien. À ce niveau, cet assemblage de bonnes intentions ne fait pas du dessalinisme une œuvre de pensée, c'est-à-dire une construction idéologique à la manière des intellectuels. Mais il peut bien
ce désalinisme, une doctrine par son inscription dans une écriture. Et cette écriture, c'est d'abord les lois et actes du gouvernement de Dessalines, parce que Dessalines, comme tout homme de pouvoir, était entouré de conseillers et d'une camarilla de jeunes intellectuels et qui allaient produire à la lumière des préoccupations du maître, Dessalines, une littérature radicale, mais une littérature concentrée sur un point fondamental. Les petits peuples ont droit à l'autodétermination. Dessalines a été le premier chef d'État éloigné de l'espace occidental à avoir produit un discours qui invite le corps social justement à distinguer des sociétés occidentales et traditionnelles, à développer un projet de collectif social, un projet où toute la communauté haïtienne serait libre. Et alors à partir de ce moment, le dessalinisme, c'est avant tout un projet de déconnexion. C'est-à-dire comment se détacher de l'emprise politique, culturelle aussi, raciale de l'Occident, des puissances occidentales, et comment ouvre-t-on avec l'esclavage, le racisme, le colonialisme, c'est déjà fait à partir de janvier 1804, mais c'est encore et surtout produire un discours invitant le corps social à un projet de développement totalement libre, déconnecté de l'emprise de l'économie internationale, ou du moins d'aborder cette économie internationale en toute autonomie. Et c'est là le socle principal de cette œuvre que je qualifie pompeusement d'œuvre de pensée. Au fait, le dessalinisme, après mes analyses, après pas mal de considérations, plus tard, post-Dessalines, tout le monde reconnaît, c'est un projet qui a un aspect, si l'on veut, national. Et on peut même parler aussi de nationalisme dessalinien. Le nationalisme, c'est davantage un discours. Et c'est ce discours qui va essayer de s'implanter. Et aussi, il faut le dire, Dessalines est incontournable. Et d'abord, un hymne national, c'est la première fois dans l'histoire d'une nation, et ça arrivera par rapport aux autres, mais ils n'ont pas été aussi marqués par un corps. Dessalines, le corps de Dessalines habite le corps social haïtien. L'hymne national, la dessalinienne, c'est en 1904 que cette hymne a été pour la première fois chantée et qui deviendra hymne national, paradoxalement sous l'occupation américaine, sous le gouvernement de Sud. Le dessalinisme, c'est le rendez-vous annuel autour de la mort de Dessalines ou de sa naissance, mais j'hésite à parler de sa naissance parce que l'esclave n'a pas un right d'état civil. On ne peut que discuter autour de sa naissance. Alors, des quatre pères fondateurs, Toussaint le précurseur, Christophe le bâtisseur et Thion le parrain et le mécaniste, seul ce dernier a donc un parcours jusqu'à la Révolution qui fait de lui ce qu'il est aujourd'hui et ce qu'il est dans notre temps. Dessalines a été livré à un discours à partir du travail de mémoire, mais il y a deux types aussi d'appréhension de personnel historique ou de corps social. C'est par la mémoire. La mémoire, c'est quand le vivant se saisit du mort, le vif s'empare du mort, mais encore aussi, et oui, on peut avoir l'érudition, mais on se saisit aussi de ce mort, de ce cadavre, de cette mort, on se saisit de cette mort, pas aussi l'érudition, mais une érudition qui inscrit dans le travail de mémoire. Mais ici, il ne s'agit pas essentiellement de travail de mémoire, les gens qui sont autour de la table, c'est des gens qui sont inscrits et qui s'efforcent de s'inscrire dans l'Assemblée en permanence dans un discours construit. Alors, je reprendrai ma parole sur Dessalines en m'inspirant de Tocqueville. Tocqueville disait, je parle de l'histoire, je ne la raconte pas. Je parle de Dessalines, mais je ne raconte pas Dessalines. J'essaie de comprendre et je m'arrête à sa vision. Et je dirai pourquoi cette vision n'a pas
puisse s'implanter pleinement, même si l'esprit de Dessalines nous habite fort. Et pour longtemps, j'espère, ce qui permet à ce pays de vivre et de jouir. Pourquoi a-t-on parlé de nationalisme de Dessalines et de nation? Parce que le projet est national. Et on retrouve dans les éléments du discours écrit du dessalinisme certains éléments de tout discours national, et ces éléments du discours national s'inspirent de deux révolutions. De la révolution de Saint-Domingue, mais aussi de la révolution française. Et alors, à partir de ce moment, on peut dire que, compte tenu de l'histoire de la société de Saint-Domingue, compte tenu de l'histoire de la société coloniale française, compte tenu de la trajectoire de ce corps qu'a été Dessalines, il demeure marqué fondamentalement par ces deux révolutions. Et dans son discours, il exploite les éléments, en tout cas les intellectuels qui l'entouraient, les éléments du discours de la Révolution française pour élaborer son propre discours. Mais pas que la Révolution française, mais fondamentalement aussi la Révolution française. Deux courants chevauchent donc ce discours à son issue la française, mais il veut spécifier la doctrine. Et voulant spécifier la doctrine, il escamote en partie, sinon largement, le discours de la Révolution française en regardant toutefois la substance. Intégrité territoriale, égalité, justice sociale, souveraineté nationale, unité nationale. Le premier et le dernier terme renvoient en Occident à une dimension culturelle. Pas développée à l'époque de la Révolution française, pas clairement, très nettement développée à l'époque de l'émergence des États-nations vers la fin du XIVe et du XVe siècle, mais tout projet national s'édifie autour d'éléments culturels. Mais compte tenu de la situation d'Haïti après 1804, le discours de Dessalines n'est pas lié à ce qu'on appelle une dimension géoculturelle. Parce que la nation, c'est un projet d'enfermement. Un projet d'enfermement, une langue, une manière de vivre spécifique à une communauté, et ce qui induit une identité distincte d'une autre identité. C'est un nous contre un eux. C'est un eux à l'encontre de nous. Alors, à partir de ce moment, contrairement à la Révolution française, contrairement à l'expérience des nations occidentales, le désalinisme va évoluer et non pas établir un discours, si vous voulez, géoculturel, mais plutôt géoracial. Et à partir de ce moment, ce discours géoracial, Dessalines, dans son discours, spécifie le caractère racial d'Haïti. Et c'est cette spécificité raciale qui détermine Haïti par rapport aux autres. L'article 14 des Pères déclarant noirs tous les Haïtiens, dans ce qu'on appelle la déclaration préliminaire des actes de l'histoire. Au fait, cette influence occidentale conduit à un format républicain, un format juridico-politique, démocratique, mais en voie de démocratisation, ou limite un format de monarchie constitutionnelle. Dessalines a un problème. Et le problème qui arrive à Dessalines, c'est ce problème qui est arrivé à Napoléon et que le philosophe italien Ferrari a essayé de cerner. Il est à la fois porteur d'une révolution et ensuite un projet national qui est loin de l'élitisme de Christophe, de l'élitisme de Dessalines. Rappelons-nous quand il dansait au cours d'une fête lors de cette soirée, et Christophe le déclarait avec dépit, on a confié le destin de la nation à un sauteur au décembre 1807.
Mais ce que Christophe n'a pas compris, c'est que Dessalines est éloigné de toute forme d'élitisme qui marquera toute l'histoire nationale haïtienne, surtout l'histoire savante, c'est l'histoire de la culture savante. Alors, Dessalines veut la nation, une nation républicaine, et cette nation républicaine, l'article 12 déclare qu'il y a la liberté des cultes. Aucune religion n'est supérieure à une autre, ne doit être dominée ne doit dominer une autre. Mais alors, lui se proclame empereur. Mais s'interdit toute noblesse aristocratique et, contrairement à Christophe, ne montre pas une cour aristocratique. Alors, à partir de ce moment, il y a des problèmes qui se posent, je vais faire vite. C'est que le désalinisme va avoir des problèmes dans cette procédure. Il veut créer la nation, mais il ne recourt pas aux modalités habituelles de la production nationale. Et ensuite, il veut établir une république libre et unie, mais Dessalines a des problèmes, c'est qu'il ne veut pas établir une république, une aristocratie héréditaire. Il fait une monarchie, mais en même temps, c'est une république. À lire les lois et actes, il y a un ensemble d'éléments qui sont des éléments à caractère fondamentalement républicain. Mais en même temps, il est un empereur. Alors à partir de ce moment, est-ce une monarchie constitutionnelle? Est-ce une république entièrement? Dessalines a essayé de construire une nation, de produire une nation par l'économique, davantage par l'économique que par le politique. La structure politique n'était pas tout à fait, on ne pouvait pas demander ça à Dessalines à l'époque, démocratique. Vous voyez bien ce que je vous dis? Conformément au projet national. Mais on ne pouvait pas faire ça. Alors Philomène, je cite un texte de Philomène que je trouve, ce n'est pas le meilleur texte de Philomène, et ça aborde de préjugés, de prévention. Il dit dans son texte, Roosevelt et la République d'Haïti, il fait de Jacques Monnier de plébéien. Je ne sais pas ce que signifie sous sa plume ce terme de plébéien. Est-ce que ce terme se présente comme une métaphore, conforme à ses préjugés individuels, et peut-être sa vanité vis-à-vis des pères fondateurs, ou des préjugés de son temps? Mais je partage un peu ce point de vue, en lui donnant un contour prétentieusement plus technique. Le désalinisme dans sa construction et dans son usage reste un discours plébéien, mais c'est un empire plébéien, une distorsion liée à la trop forte présence du corps de Dessalines dans le montage de son discours juridico-politique. Il est un monarque, mais refuse d'admettre ce statut. C'est-à-dire que la couronne qui a coiffé pendant près de plus de 10 ans la tête de Christophe, n'avait pas de contradiction avec l'organisation juridico-politique de Christophe. Dessalines Toussaint Louverture aurait pu prétendre à cette couronne, il n'y aurait pas eu de problème. Mais la couronne de Dessalines n'était pas portée avec beaucoup d'aisance par Dessalines. Et c'est pourquoi on relève cette contradiction. Il y a un empereur, il n'y a pas de cour. Il y a un empereur et il n'y a pas ce qu'on appelle des transmissions héréditaires du pouvoir. Alors, je crois que cette dimension plébéienne, c'est que Dessalines a un premier problème, c'est que dans l'implantation de son discours, il se heurte à un premier problème qu'on va développer au cours du débat. La révolution haïtienne, elle est anti-esclavagiste, elle est anticoloniale, mais elle est aussi anti-raciale. Elle a une dimension, je m'adresse à des élèves de philo, ontologique. Et cette dimension ontologique, c'est que fondamentalement, la révolution haïtienne a reconstruit l'être
de Saint-Domingue. L'haïtien qui est né en 1889 reconstruit. Et en même temps, il a restitué à l'ensemble des êtres, des peuples de couleur, je dis comme ça entre guillemets, de toute la terre, il a restitué aussi à ces êtres leur véritable dimension. C'est pourquoi la révolution est ontologique. Mais Dessalines ne peut pas, dans son projet, connecter la relation difficile que l'Occident a tenté avec beaucoup de subterfuges d'opérer. Il ne peut pas établir le lien entre individu et collectif. Le corps de Dessalines est trop présent dans la structure, dans la plateforme juridico-politique. Vous voyez bien, l'empereur admet les citoyens, mais l'empereur ici, c'est lui qui fait les lois, c'est lui qui signe la paix, c'est lui qui décide de la guerre. Vous voyez bien, au fait, c'est le problème de tout projet de modernisation. Dessalines a une vision moderne de l'économie, une vision moderne du social pour le structurer, mais la relation individu-collectif est difficile à s'établir dans l'application, dans les modes d'application du projet Dessalines. Il y a un autre aussi, une autre capacité. Dessalines a une vision étatiste du pouvoir. Et comme tout projet de déproduction, pour organiser l'économie, pour mettre tout le monde au travail, il faut que l'État intervienne. C'est pourquoi, en débordant un peu certaines considérations, certaines personnalités, certains historiens ont déclaré que Dessalines était un socialiste. Pas du tout. Dans la mesure où, dans les codes, dans la déclaration préliminaire, la propriété, le droit de propriété est établi et respecté. Ensuite, les déterminants sociaux qui portent la couche sociale autour de Dessalines. Et Dessalines lui-même interdit à Dessalines de résoudre le problème fondamental de la distribution des terres. Il a tenté de le faire. Et puis, au fait, dernier point, il a empêché plus exactement d'être marqué de manière rigoureuse le Dessalines. À l'époque où Dessalines établit le projet national, tous les États-nations et Dessalines inscrit son projet national à travers son écriture dans cette modalité, c'est la centralisation. Pour mettre les Haïtiens au travail et pour construire une société libre par rapport à l'autre. Alors à partir de ce moment, Dessalines ne peut pas diriger le pays compte tenu de l'organisation militaro-politique qui commence à se développer, que lui-même consacre et qui causera sa perte. Et finalement, comme pour Christophe, comme pour toute cette ouverture, la question fondamentale qui porte toute l'humanité aujourd'hui et qui surtout porte Haïti, même dans l'incompréhension la plus totale, la notion de liberté. Dessalines avait une notion de liberté qui était incomprise des masses. Et il ne pouvait pas, tout comme Christophe, tout comme Dessalines et tout comme toute cette ouverture, articuler cette notion à une autre forme de liberté qui est fondamentale pour la mission d'aujourd'hui, la liberté intellectuelle. Je vous remercie. Merci M. Berbuto. Et juste avant de passer la parole à M. Lionel Bouillot, j'aimerais simplement dire qu'il existe actuellement une polémique autour de la naissance de Dessalines. Est-ce qu'il est effectivement né quand l'histoire nationale, quand les historiens, alors à la date que les historiens d'Haïti présentent, par exemple, il y a des gens qui disent, il y a des historiens, par exemple, un livre qui est sorti en 1919 présente Dessalines comme un islam qui a pris naissance au Congo. On présente beaucoup d'auteurs du 19e siècle présentent Dessalines comme quelqu'un d'islam pour ça, c'est-à-dire qu'il n'a pas pris naissance en Haïti. Il y en a qui disent que Dessalines est né à la Côte d'Or. Et on ne connaît rien, absolument rien de ses parents, c'est-à-dire de son père et de sa mère. Donc, personne n'a pu présenter un acte de naissance jusqu'à présent qui permet de certifier que Dessalines est né en Haïti, alors à Saint-Domingue ou en Afrique. Mais de toute façon, tout le monde sait que Dessalines a été quelqu'un qui a pensé
aux malheureux dont les pères sont là. Et puis, bon, la deuxième chose que j'aimerais dire avant de passer la parole à M. Couillon, c'est, je me demande toujours est-ce que Dessalines avait l'intention de devenir empereur. Parce que l'idée est venue à partir du moment où il apprend que le premier consul Napoléon a l'idée de se faire couronner empereur de France. Et il disait que lui également il est l'égal de Napoléon. Donc, du coup, il a fait planifier rapidement son couronnement. Je crois que c'est Pétion qui a tout planifié à Port-au-Prince. Donc il a été couronné à Port-au-Prince et en octobre et en décembre, c'est-à-dire 3 mois plus tard, et Napoléon a été sacré empereur en France. Donc M. Couillon, la filiation. Et bonjour à vous tous évidemment je ne suis pas historien et je pense que l'histoire est une chose trop sérieuse pour l'abandonner aux historiens. Tout l'intérêt du passé, c'est ce que nous allons faire. Le passé est un territoire de lutte idéologique, de lutte politique, c'est un territoire de formation de sens du présent et de l'avenir à partir du trafic et du bien du trafic. Que nous faisons est donné historique. Dans la mesure où il n'y a pas d'histoire exactement fidèle il n'y a pas de récit historique exactement fidèle à la réalité des faits. La reconstitution est toujours un art, elle est toujours une refabrication, la transformation de l'ensemble de matériaux auxquels on va prétendre donner une cohérence. Cette cohérence que l'on donne est toujours en dernière instance une cohérence non pas fondée sur les faits, mais une cohérence fondée sur les propositions sociales qui animent notre discours, parfois même à notre insu. Dans le cas de Dessalines, les gens qui se sont pris de bonne volonté ont pu dire un tas de choses qui n'ont servi que de mauvaises causes. Donc, moi, je dirais rapidement que les historiens, justement, n'ont pas suffisamment souligné, mon ami dire plutôt, la même chose fait tout à l'heure, bien que dans le discours de Pierre, il y a un certain nombre de choses qui me choquent, je vais en parler. Les historiens n'ont pas suffisamment souligné la spécificité du personnage Dessalines dans sa réalité, dans sa dimension historique et dans le regard que la formation sociale haïtienne a suivi. Il y a une énorme différence, car on peut souligner, entre Dessalines et tous les autres. Dessalines est le seul à être un corps haïtien pas morcelé. C'est-à-dire que Dessalines, il a souligné, enfin il a vécu dans cette condition esclave, il a partagé la condition populaire, première chose. Deuxième chose, il a fait la révolution, c'est-à-dire qu'il a dirigé. On ne va pas entrer dans le détail, il a fait quoi, mais il est la figure qu'on considère comme la figure dirigeante de la révolution qui amène à la constitution de l'État haïtien. Voilà le temps historique de Dessalines. Tout ça, l'ouverture est dans un temps qui est très haïtien. On ne peut pas dire l'haïtien, c'est Toussaint Louverture. Dans la mesure où Toussaint, pour les historiens très bienveillants envers lui, ils ont dit que c'était des histoires de stratégie, que finalement il arriverait à la demande de l'indépendance. C'est pas ce qu'on a vu, c'est ce que les historiens s'acharnent à dire aux élèves parce que c'est intéressant qu'on ne perd de personne. On le fait de tous les héros de l'indépendance, les mêmes personnes. Il faut les mettre à égalité pour constituer un vaste panthéon, ce qui est une calamité parce que ça nous interdit de penser justement les spécificités et les vraies contradictions.
Donc, si on dit haïtien, qui croit à la licence de l'État haïtien, qui haïtien, c'est lui-même, c'est des amis de l'autre, qui ont un problème avec eux. Christophe, avec Étienne, ils ont représenté des formes de régionalisme, et puis ils ont tué haïtien. Ils ont tué haïtien. Nous sommes capables de prendre la logique assez bizarre, soit c'est un symbole de la révolution socialiste par la guérilla, ou pas pour Castro qui est cubain, qu'on est d'accord avec, ou pas d'accord avec, sur notre côté. Ou après Guevara, parce que Guevara a un crime historique sous l'autre. Alors que vous capable de dire que des mecs qui commettent la révolution militaire, qui cassent son pays dans le pouvoir, ils ont un crime historique, ils ont voté les alliés dans un crime historique, ils ont voté. Ça le fait dans l'histoire, il est esclave, même jamais esclave, il conduit une révolution et puis il tue. C'est là qu'on prend des accords avec certains. Ouais, dans le discours de Pierre tout à l'heure, parce qu'en écoutant Pierre parler, c'est comme l'impression des alliés étaient suicidés. Parce que Pierre, tu as beaucoup parlé de l'incapacité des alliés de faire ceci, l'incapacité de faire cela. Les alliés ne sont pas suicidés. Cette incapacité est fondée aussi historiquement par une résistance qui est venue de ses partenaires de lutte, mais qui s'était aussi transformée en oligarques. Alors la question qu'il faut poser, est-ce que les oligarques défendent leur intérêt était compatible avec ce projet au moins d'équité qui était celui de l'État. Et ça, on a peur de le souligner. Et ça, il dans une caronie. Il y a des gens qui tuent parce qu'on va la faire, on va aller représenter, qui va correspondre à l'intérêt. On y a qui est intérêt, qui différencie notre intérêt avec la l'humanité représentée. Ça, c'est le premier élément fondamental, soit si on cherche à la naissance de l'État haïtien. Une figure qui représente l'haïtien, qui a parlé de l'omniprésence du corps de Dessalines, qui est vrai. Et d'ailleurs, Dessalines montrait son corps. Ce qui se faisait dans les historiens ont mis comme détail. Il a dit à Dessalines de montrer son corps, qui était corps d'esclave, pour appeler les autres à lutter pendant la guerre de l'indépendance. Quand même extrêmement important aussi la question pas non plus. Sans vouloir dire du mal, c'est pas un jugement sur les autres qui s'appellent pas non plus. De l'ouverture, il était mort, voilà, quelqu'un qui s'est suicidé historiquement. Ça, c'est un autre débat. Alors que les Dessalines, son corps même, est à la fois la preuve de l'esclavage et la preuve de la révolution. Et en plus, son corps est sacrifié à une sorte de consortium, une sorte de nébuleuse qu'il faudra un jour peut-être oser identifier. Donc c'est le corps de l'esclave, c'est le corps de l'esclave triomphant par la révolution, et c'est le corps de l'esclave ayant triomphé par la révolution, assassiné par les oligarques. Donc dans la mémoire populaire, il est tout à fait normal que les Dessalines s'inscrivent autrement que les autres. Pour moi, c'est un premier élément. Et ce premier élément va alimenter l'autre élément, la récupération de Dessalines dans le discours populaire. Et là encore, c'est incroyable l'écart qui existe entre les oligarques que nous sommes historiens, écrivains, tout ce que vous voulez, intellectuels, commerçants, et le discours populaire. Il y a deux figures majeures, je crois, qui sont entrées dans l'imaginaire populaire, peut-être pas, dans l'imaginaire populaire comme figure de la résistance, comme figure de l'incapacité de se réconcilier avec la domination blanche ou extérieure, McDonald's, mouvement de la défaite. Par exemple, non, déjà, on est déjà dans cette tradition-là, dans cette tradition-là. Mais je parle des figures à la naissance, je dirais, de l'imaginaire haïtien. Alors, Macandal, on sait comment le personnage de Macandal est venu à s'intégrer dans tout un univers à la fois du vaudou, je dirais, religion et univers de société secrète, ce qui n'est pas exactement la même chose.
On voit comment la psychodéveloppement est omniprésentée. D'ailleurs, vous voyez que quand il y a des tentatives de résurrection, je dirais, du populaire sur la scène artistique, la psychodéveloppement est omniprésente. La troisième, c'est celle de Jacques Dessalines qui est en train de nous parler. Nous rejoignons une vie pas quitter tout le monde. Nous rejoignons une vie pas quitter tout le monde. Nous n'avons que le moi qui nous pas quitter Dessalines non. Donc cette présence de Dessalines dans l'imaginaire populaire est quelque chose de fondamental pour dire qu'il y a une inspiration de l'histoire qui est faite dans l'imaginaire populaire, qui n'est pas du tout en accord avec la inspiration que nous, assis ici à cette table, faisons. Parce que Dessalines n'a pris la symbolique, Dessalines n'a pris dans le mémoire tout le monde. Dessalines, c'est peut-être seule vraie figure qui est un patrimoine collectif haïtien. Et c'est intéressant, très intéressant de voir comment justement, parce qu'il y a quelque chose qu'il ne faut pas oublier. Il ne faut pas oublier que la révolution haïtienne est impensable, inconcevable à l'époque où elle a lieu. C'est-à-dire que même pour les penseurs des Lumières, qu'est-ce que c'est que cette horde de sauvages qui font l'évolution, créons un État? Le fait était inacceptable à l'époque. Il est resté dans l'imaginaire occidental jusqu'à aujourd'hui. C'est-à-dire même les ambassades qui collaborent avec nous, même les institutions internationales qui collaborent avec nous, il y a un fond derrière leurs projets et leurs relations avec nous. Nous ne pouvons pas exister, c'est-à-dire la viabilité de l'État haïtien, de la nation haïtienne, sont des choses qui sont constamment remises en question. Il suffit de lire certains rapports qui ont été publiés par moi et par la République. Il suffit d'entendre le discours de certains ambassadeurs aujourd'hui même. Il suffit de lire les chroniques de voyageurs ayant visité Haïti. Il y a les livres écrits par ceux qui ont participé à l'occupation américaine. Il y a les livres des explorateurs. Mon bagage est possible. Mais mon caractère des bagages est possible. Ça, c'est Jonathan Dessalines. On prend ce que Dessalines représente pour nous, mais c'est aussi de voir comment Dessalines est inacceptable pour l'Occident chrétien blanc capitaliste. J'ai lu récemment un ouvrage fait par un militaire, dans lequel un militaire américain, dans lequel il y a des écrits noirs sur blanc, que Dessalines n'avait jamais de projet de plan de bataille. Que son seul plan de bataille, noir sur blanc, par John Houston Gray, dans un livre diapositif très intéressant parlant d'Haïti, ça s'appelle Cannibal Cousins, le cousin cannibale. Et dans son livre, Chrétien le militaire dit Dessalines n'a jamais eu de plan de bataille, c'était un sauvage qui disait il suffit de couper leur tête et de couper leur maison. Donc, il y a des monsieur qui ne pas de bataille. Il y a des monsieur, quand on parle du code Napoléon, on fait que Napoléon chef d'État l'auteur du code. Mais on continue de dire que Dessalines était un inculte, qu'il ne savait pas écrire, qu'il ne savait pas lire, alors que tous les buts, toutes les lois, tous les actes du gouvernement de Dessalines est l'auteur de notre histoire. Voilà qu'on le prive d'une compétence, on le prive d'une compétence militaire, on le prive d'une compétence intellectuelle et on le prive en fait d'une compétence organisationnelle. Les 100 gens embêtés encore le discours du roi. C'est un oui, Dessalines nous va le tête, mais pas qu'à réaliser parce qu'il n'a pas pris les moyens qu'il fallait. C'est ça qui compte la réunion. Donc pour nous-mêmes, haïtiens, nos yeux fans, nous ne pouvons pas cacher les Christophe. Nous ne pouvons pas cacher les pétitions. C'est pas que par contre, on va les porter dans l'islam. Qui ont créé nous ne pouvons pas cacher les pétitions des années. Parce que le a refusé. Parce que ils ont refusé. C'est seul l'ombrage nous gagner. Parce que c'est lui-même qui refusé avec nous. Parce que si on dit tout ce qui est haïtien, tout le monde a dit notre avenir dans l'Afrique. Si on dit Christophe c'est l'identité haïtienne, notre avenir, c'est un État qui nous dit voilà les modèles. Voilà les modèles, c'est une sorte de film, totalité la valeur.
Voilà les hôtels, la suite, après qu'on les hôtels. Si on dit ces questions, c'est le libéralisme qui fait nous parler là. Sont très capables. Nous avons caché derrière. C'est tout ça qui est arrivé. Moi, ça m'agace profondément, je vais m'arrêter là. Ça m'agace profondément quand j'entends des discours académiques, une sorte de sagesse. Et ça dit être une pièce polémique. Et il faut que ce pays ait suffisamment de courage pour affronter la polémique de nos détails de Dessalines. Dans ce sens-là, pour nous-mêmes haïtiens, on ne va pas rester avec personne de l'autre et c'est spécifique. Ça pour la vie. C'est ce qui par la vie. Nous ne va pas identifier. Merci beaucoup, M. Touillot. Nous avons eu droit à deux bonnes interventions et je crois que M. Buteau peut réagir par rapport à ce que vient de dire M. Ce qui m'a matin, c'est un bon verre. Un bon verre, là. Non, non, je ne peux pas parler. D'accord, d'abord, le premier point, ça concerne les interventions et les interrogations de Cornelius.